le monsieur qui se casse là. Bonjour et bienvenue à cette 29e édition de la Convention Patrimonia. Je suis ravie de vous accueillir sur cette nouvelle édition qui promet d'être effectivement une très belle édition. En tout cas, je suis heureuse de vous accueillir sur cette édition de Patrimonia. Dans le programme, ces 2 jours, vous avez donc effectivement cette première conférence inaugurale. Donc on va parler effectivement du réveil des menaces du passé, avec notamment Jacques Attali, Patrick Artus, Thierry Pouche, qui monteront sur scène dans quelques minutes. Ensuite, cet après-midi, vous attend une conférence sur l'auditorium également. On parlera d'immobilier et d'ISR, notamment avec Michel Papalardo et puis d'autres intervenants. Donc rendez-vous ici à 14h. Demain, le programme est également chargé, puisque nous aurons donc en début de matinée une autre conférence avec, sur un format donc, de conférence émulative, une discussion avec notamment Fanny Laitier et Monsieur Poupé, et puis un invité mystère, donc je vous invite nombreux à nous rejoindre demain matin, à 9h30 également sur l'auditorium. L'après-midi, donc 2 grands rendez-vous. À 14h, les trophées, les premiers trophées de Patrimonia, qui auront lieu donc à 14h sur cet auditorium. Là encore, donc nous remettrons des prix et à destination des CGP et à destination des partenaires exposants. Donc rendez-vous à 14h sur l'auditorium demain. Et puis pour finir ce programme très chargé, à 15h, nous aurons donc une conférence sur les cryptos avec en préambule l'intervention de Claire Castanet, donc qui donnera effectivement le point de vue réglementaire de l'AMF. Et puis donc ensuite, une table ronde animée notamment par Faustine Fleuret, Owen Simonin, et je ne vais pas tous les citer. Donc voilà le programme effectivement dense que nous avons effectivement travaillé cette année. J'espère qu'il vous siera et que vous serez nombreux à pouvoir y assister. Donc voilà donc les grandes nouveautés, et puis sans tarder, je vais vous laisser effectivement en compagnie donc de nos invités pour cette conférence inaugurale, et je vous souhaite surtout une très belle convention Patrimonia. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et donc bienvenue à cette conférence inaugurale dont le titre exact est « Réveil des menaces du passé, inflation, remontée des taux, conflits armés. Sommes-nous en train de basculer dans un nouveau cycle économique ?» Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et en tant que journaliste, je vis des moments qui sont absolument passionnant pour moi. Il est facile de décrire aujourd'hui les 4 néo-cavaliers de l'apocalypse, qui sont l'épidémie, la guerre, la famine et les catastrophes climatiques. On a encore eu une image spectaculaire hier en Floride avec la tempête, mais il y a aussi des sécheresses. Des années incroyables aussi sur le plan économique. Le Covid, il y a eu les confinements
qui ont provoqué en France une chute de production de plus de 30%, ça aurait paru totalement inconcevable auparavant, des pénuries aussi très très fortes. L'an dernier, il y a 10 millions de voitures qui n'ont pas pu être produites faute de puces, des guerres. Il y a une guerre à 1500 km à vol d'oiseau d'ici, entre deux États qui sont le premier et le cinquième, ou qui étaient le premier et le cinquième exportateur mondial de blé. Et puis l'inflation, le retour de l'inflation qui est proche de 10% dans les pays avancés, alors qu'il y a moins de 3 ans, on observait sur certains marchés des prix négatifs sur le pétrole, alors que l'énergie joue un rôle majeur dans la flambée des prix que nous voyons aujourd'hui. Et puis aussi un morcellement du monde, on le voit évidemment avec la Russie. La question se pose avec la Chine. Donc oui, la question d'un nouveau cycle se pose et nous allons tenter de l'éclairer par petites touches, puisque le temps est limité, au cours de leur avenir, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Nous avons 3 invités, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Je vais commencer avec Patrick Artus. Patrick Artus est professeur d'économie à PSE, il est auteur de nombreux livres. Le dernier s'appelle « Pour en finir avec le déclin ». Le prochain, je ne sais pas, mais ça ne va pas tarder. Et Patrick a publié une note pas plus tard qu'hier qui était titrée « Vers un éclatement du monde ». Patrick, est-ce que pour toi, on entre vraiment dans quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on a une rupture fondamentale? Et si oui, quelle est sa nature? Oui, bonjour à tous. Oui, je crois qu'il y a une rupture qui est imprévue et brutale. Rappelez-vous qu'en Europe, dans la décennie 2010, on a eu moins de 1% d'inflation en moyenne. Et pourtant, ce qui se produit aujourd'hui s'annonçait. Nous allons avoir des économies qui seront plus tendues, avec la transition énergétique, je pense qu'on en reparlera, mais qui va fabriquer une énergie plus chère, qui va nécessiter beaucoup d'investissements. Avec des relocalisations de production vers les pays de l'OCDE, avec des coûts de production plus élevés que lorsque ces productions étaient faites dans les pays émergents, avec des salariés qui regagnent du pouvoir de négociation sur les marchés du travail, ce qui est lié au vieillissement démographique, mais ce qui est lié aussi au choc de la Covid, et au fait que les salariés ont réalisé que dans beaucoup de professions, ils étaient nécessaires et ils étaient plutôt maltraités par leurs employeurs. Donc tout ça va nous faire passer dans une économie où il y aura des raretés, où il y aura beaucoup de besoins d'épargne pour fabriquer des investissements. Il y aura aussi une rareté de l'épargne et où il y aura une inflation moyenne plus forte que ce que nous avons connu depuis les années 80-90. Voilà, donc je crois que c'est une rupture qui se fait brutalement parce qu'il y a eu la Covid et parce que maintenant il y a la guerre en Ukraine, mais elle se serait faite quand même, cette rupture vers une économie de rareté. Après, nous aurons le temps de débattre de ce que ça produit, mais déjà un mot, nous sommes sortis d'une économie où on pouvait régler tout par la création monétaire. Les banques centrales n'auront plus la capacité de solvabiliser les États ou de financer indirectement toutes les dépenses publiques nécessaires par la création monétaire, parce que les banques centrales vont devoir, même si c'est plus modérément que dans le passé, s'occuper de contrôler l'inflation. Et donc l'aisance monétaire qui était un peu artificielle, mais que nous avons connue depuis le début des années 2000, a disparu de fait. Et donc on est dans un monde où les États devront faire attention à leurs dépenses publiques, même s'ils ont beaucoup de besoins de dépenses, et où les taux d'intérêt réels vont redevenir structurellement positifs, alors qu'ils ont été structurellement négatifs. Et le passage de taux d'intérêt réel négatifs à des taux d'intérêt réel positifs, ça change énormément l'équilibre économique. Ça fait des économies où les contraintes de solvabilité réapparaissent alors qu'elles avaient disparu depuis le début des années 2000. Donc voilà ce panorama. Avec un paysage qui est un peu contradictoire, parce que tu dis que les banques centrales ne vont plus pouvoir solvabiliser les États. Et hier, la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle allait injecter 65 milliards de livres en quelques jours, parce qu'il y avait des tensions sur le marché obligataire britannique, et alors même que l'inflation au Royaume-Uni dépasse 10% et qu'elle pourrait approcher les 20% dans la fin de l'année. Donc on a même quelque chose d'extraordinairement compliqué. Oui, mais ça montre que les États, et en particulier le nouveau gouvernement britannique,
n'a pas compris qu'on était dans un monde nouveau où il n'avait plus accès à des financements illimités. Alors il y a un seul pays qui reste dans le monde ancien, c'est le Japon. C'est peut-être intéressant de dire un mot du Japon. Le Japon garde une politique monétaire qui est de garder des taux d'intérêt à peu près à 0%, quoi qu'il arrive. Simplement, le Japon est une économie assez particulière et on ne peut pas copier le Japon. D'abord, c'est une économie sans aucune indexation des salaires au prix. Donc les poussées d'inflation sont par construction transitoire. Et puis c'est une économie qui est financièrement assez fermée. Et donc on n'a pas la capacité de faire comme le Japon, qui va probablement tenir sur cette politique de grande aisance monétaire. Mais nous, les Européens, les Américains, nous allons devoir... à nouveau, c'est un retour de peu d'années en arrière. C'est le retour aux années 90 et au début des années 2000, où on avait besoin d'avoir des politiques explicites pour maintenir la solvabilité des États. Et ce n'étaient pas les banques centrales qui assuraient la solvabilité des États. Alors, on peut considérer que c'est dommage, parce que dans le même temps, nous avons énormément de besoins d'investissement. La transition énergétique, c'est 4 points de PIB au moins de besoins d'investissement supplémentaires, dont la moitié seront faits par les États. Donc on aurait normalement envie d'avoir la poursuite de cette aisance des politiques budgétaires grâce au taux d'intérêt très bas. Mais malheureusement, ça ne se produira pas. C'est-à-dire que même si les banques centrales, à nouveau, sont très prudentes dans la remontée des taux, l'équilibre économique va imposer des taux d'intérêt plus élevés en permanence et donc donnera moins d'aisance aux États au moment où ils auraient besoin d'avoir énormément les mains libres pour financer des investissements de transition dont nous ne faisons aujourd'hui que la moitié de ce qui est nécessaire. 4 points de PIB en France, ça fait, le calcul est facile, ça fait 100 milliards. 100 on milliards en fait d'euros. La moitié, hein, on est à la moitié des 100 milliards. Et dont 50 milliards qui seraient à la charge de l'État. Juste pour donner une idée de la mesure, quand tu parlais de besoin d'investissement, on en a une idée très, très concrète. Alors maintenant, on va faire un focus sur une dimension particulière de ce paysage économique avec vous. Thierry Pouche, vous êtes donc chef économiste de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Vous enseignez aussi à l'Université de Reims, donc vous travaillez sur les marchés agricoles et agroalimentaires. Je vais vous poser la même question qu'à Patrick, mais évidemment sur l'agricole, l'alimentaire. On a vu que ça a beaucoup bougé, que ça bouge beaucoup avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, mais ça bougeait déjà avant. Il y avait déjà un certain nombre de signes qui étaient en pointe. On voit la guerre a posé des questions sur le marché du blé, mais la Russie est aussi très présente sur le marché des engrais sous différentes formes, et puis sur le marché du gaz qui sert à faire des engrais azotés qui sont très importants. Donc, il y a la guerre. On avait déjà des signes de tension qui apparaissaient auparavant. Même question, donc, est-ce qu'on a une rupture? Est-ce qu'on a quelque chose qui change fondamentalement dans l'économie agricole? Bonjour. On a une rupture évidente. Si on se replace sur la fin des années 90, début des années 2000, on avait l'impression que dans les sociétés avancées, avec cette aspiration vers l'économie de la connaissance, de l'immatériel, on pouvait reléguer au second plan les matières premières, qu'elles soient énergétiques ou agricoles. Et puis la crise de 2008, cette crise économique et financière, constitue une première force de rappel, puisqu'il y a eu une flambée des prix agricoles. On ne se souvient pas, mais il y a eu aussi une flambée du prix des engrais. Mais étant donné que ce coût était couvert par la flambée des prix, plus les disponibilités qui étaient quand même abondantes, on n'a pas trop ressenti le problème de la flambée du prix des engrais. Mais ça a occasionné un certain nombre de difficultés pour les principaux pays importateurs. On a eu 40 ou 50 pays qui sont rentrés dans des phases d'émeute de la faim. En 2011, on a eu le déclenchement des printemps arabes nourris par cette perspective de manquer de pain, notamment dans un pays comme l'Égypte. Et puis aujourd'hui, évidemment, avec le conflit, on a une nouvelle phase de cette rupture. On pourrait peut-être qualifier cette rupture de prise de conscience, finalement, de l'importance fondamentale de l'alimentation et de la production agricole. On sait qu'il y a une nouvelle phase de flambée des prix. On est quand même arrivé à 420 € la tonne de blé, avec des conséquences dramatiques pour un certain nombre de pays importateurs. Aujourd'hui, on est dans une phase de difficulté pour l'année 2023 sur les disponibilités en engrais. Tout cela s'explique pour la situation actuelle par le fait que l'Ukraine et la Russie sont quand même des géants du marché mondial agricole. La Russie, c'est 10% des exportations mondiales de blé, 18%
du maïs, et puis la Russie, évidemment, depuis 2015, est le premier exportateur mondial de blé. Et donc il y a probablement un lien dans ce conflit, au-delà de l'aspect militaire, un lien sur les ambitions de la Russie de s'approprier une partie de la production agricole ukrainienne, puisqu'elle est à 40% située dans l'est du pays. Rien que le Donbass, c'est 10% de la production de céréales. Donc probablement que la Russie ambitionne d'avoir une puissance agricole et alimentaire absolument considérable. Ça lui procurerait à peu près 33% des exportations mondiales de blé en particulier, avec un levier considérable en matière de négociation, de présence sur un certain nombre de pays, de chantage même à l'arme alimentaire. Donc on est vraiment là dans une phase de rupture, et l'idée c'est que finalement, et ça pose énormément de problèmes à la Commission européenne par exemple, l'idée c'est quand même de continuer à produire. Alors produire peut-être différemment, bien évidemment, étant donné que le coût des engrais est important et que les disponibilités sont peut-être... il y aurait un rationnement dans les mois qui viennent, mais il faut continuer à produire pour pouvoir approvisionner un certain nombre de pays, pour pouvoir garantir les équilibres vitaux de la planète. Donc de ce point de vue-là, mis bout à bout, on est dans une véritable rupture, avec à la clé cette prise de conscience qu'il faut retrouver une certaine autonomie alimentaire, non seulement dans les pays développés comme le nôtre, même si on est une grande puissance agricole, puisqu'on est le 4e exportateur mondial de blé, notamment, mais aussi pour un certain nombre de pays importateurs nets, un pays comme l'Algérie, vers lequel on exporte la moitié de nos exportations vers les pays tiers, tente depuis plusieurs années maintenant, mais encore plus dans le contexte actuel, de renouer avec une stratégie d'autonomie alimentaire. Donc c'est quelque chose de très important. Et en France, on a le retour absolument surprenant de la souveraineté alimentaire, qu'on avait considéré comme quelque chose de dépassé, de suranné depuis quelques années. Là, on a un retour de cette idée-là, et même à la présidence de la République, le président Macron en fait un cheval de bataille. Au-delà de ce qui se passe en France et en Algérie, si on regarde cette bascule très forte d'un retour vers l'autonomie, vers la fin de l'idée qu'un marché mondial allait régler tous les problèmes alimentaires, en gros. Quand on regarde donc au-delà de la France et de l'Algérie, est-ce qu'il y a des régions du monde pour lesquelles ces stratégies d'autonomie budgétaire, alimentaire, butent sur des contraintes qui vont être difficiles à faire sauter ? Quand on regarde la hiérarchie des principaux pays importateurs, on est sur des céréales et sur le blé en particulier, qui est quand même une denrée très consommée. Le premier importateur, c'est l'Égypte, suivi de l'Indonésie, et ensuite des pays comme l'Algérie, tout le pourtour méditerranéen, le Liban, la Turquie, etc. Donc on voit bien déjà là l'articulation qu'il y a entre agriculture, alimentation et géopolitique d'une certaine façon, puisque sur le marché égyptien, par exemple, les Russes ont quand même réussi à évincer les États-Unis en tant que premier fournisseur. Donc c'est quelque chose d'important. Donc pour ces pays-là, il y a à la fois à court terme la question de l'alourdissement du coût de l'importation, mais cette perspective aussi d'essayer de déployer, comme en Algérie, comme je le disais, mais ça vaut aussi pour un pays comme le Maroc ou pour la Turquie, qui est quand même un pays agricole, d'essayer de tendre le plus possible dans les années à venir vers cette idée d'autonomie alimentaire, de façon à dépendre de moins en moins de fournisseurs extérieurs et d'alléger le coût de l'importation. Donc c'est un enjeu décisif, et probablement que ça va nécessiter aussi de refondre les institutions internationales pour apporter un certain nombre d'aides multiples pour ces pays, pour leur garantir cette autonomie. Et vous avez fait le lapsus sur autonomie budgétaire et alimentaire. D'une certaine façon, c'est assez lié, puisqu'il va falloir investir dans des productions, dans l'amélioration des rendements, dans les surfaces, etc. Donc là aussi, beaucoup d'investissements à faire, avec même des contraintes. Vous évoquiez l'Égypte. L'Égypte, c'est 96% de désert, et donc c'est pas facile d'accroître massivement les productions agricoles. Notre troisième intervenant est Jacques Attali. Bonjour Jacques, vous n'avez pas pu être là physiquement, mais vous avez tenu à être présent avec nous en ligne. Donc vous présidez Attali Associés, vous présidez aussi une association humanitaire qui s'appelle Positive Planète. Vous êtes bien sûr écrivain, essayiste. Je me permettrai de rappeler que vous avez aussi conseillé un président de la République, on va en parler.
puis vous êtes chroniqueur aux Échos. Et je voudrais partir de votre dernière chronique qui a beaucoup marqué nos lecteurs. Vous avez évoqué votre crainte de la guerre nucléaire en disant que c'était la troisième fois. La troisième fois, parce que la première fois, c'est en 1962, quand vous étiez au lycée, et qu'il y avait des tensions très fortes à Cuba et qu'on craignait qu'il y ait un emploi de l'arme nucléaire. La deuxième fois, c'était en 1984, vous accompagniez François Mitterrand à Moscou et vous avez entendu les menaces nucléaires du président Konstantin Tchernenko, et puis vous dites maintenant je me retrouve à nouveau face à ça. Est-ce que vous vivez aussi l'impression d'une rupture profonde, et si oui, même question, de quelle nature? Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par les deux interlocuteurs précédents, ce qui fera gagner du temps. J'ajouterai avant de répondre à votre question qu'il y a une catastrophe de plus dont on ne parle malheureusement pas assez. Jacques, on ne vous entend pas très bien, je ne sais pas si vous pouvez être plus près d'un micro. Voilà, je me rapproche, ce qui nuit à l'image. Mais est-ce que vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Un petit peu. Bon, je disais que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. J'ajouterais juste une catastrophe dont on ne parle jamais assez, c'est l'effondrement du système éducatif mondial. Tant à cause de la crise du Covid, qui a fait que la plupart des jeunes de la planète n'ont pas été à l'école pendant 18 mois, et c'est pas rattrapable, qu'avec la famine aujourd'hui, qui fait que les familles préfèrent envoyer leurs enfants au travail qu'à l'école, sans parler du fait que dans nos pays, en particulier dans la France, le système est devenu catastrophique, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est un des sujets de long terme dont on parle jamais. Sur le sujet de savoir si nous vivons quelque chose de nouveau, je ne crois pas. Nous vivons les scories d'une époque du passé, mais des scories qui peuvent nous détruire, puisque la guerre entre l'Ukraine et la Russie nous menace depuis 1992, puisque la Russie n'a jamais accepté l'indépendance de l'Ukraine, et que ceci ne pouvait pas ne pas avoir lieu à un moment ou à un autre. Premièrement, je rappellerai, alors, quelle est la suite? Oui, on peut avoir un usage de l'arme nucléaire, c'est même assez vraisemblable, parce que M. Poutine est acculé, et que jusqu'à présent, il n'a jamais reculé, et qu'il lui est très difficile pour lui d'admettre une défaite. Donc je considère comme possible, sinon probable, soit l'usage de l'arme chimique, soit l'usage de l'arme nucléaire, naturellement pas dans des conditions initialement extrêmes, mais malgré tout, un usage de l'arme chimique aurait des conséquences humaines désastreuses et nous ferait basculer dans un univers très extrême qui naturellement aurait des conséquences sur les marchés, mais ça c'est important pour ceux qui sont dans la salle, c'est anecdotique à l'égard de tout ce qui se joue à l'échelle de l'histoire. Donc je n'exclus pas, je considère même comme très vraisemblable, et j'espère que, une fois de plus, j'espère que les prévisions pessimistes aideront à ce qu'elles ne se réalisent pas. Mais je considère cette prévision comme possible. Sur le terrain de l'inflation, je pense en effet que l'inflation va durer, même si quand j'avais prévu cette inflation il y a un an, puisque il y a un an j'avais annoncé que l'inflation de 2022 serait à 10%, ce qui à l'époque était complètement contre le consensus, c'est que c'était une inflation qui n'avait rien à voir avec l'Ukraine, bien sûr, qui n'était pas encore dans la boucle, mais qui était liée à un excès de prix des matières premières. Je pense que si on gérait bien cette crise, on n'aurait pas une inflation durable, parce que déjà on le constate sur certains marchés, une baisse des prix des matières premières, et je considère que c'est une très grave erreur que d'augmenter les taux d'intérêt. Les banques centrales n'ont rien à voir avec l'inflation. L'inflation n'est pas du tout liée à l'excès des banques centrales, même si l'émission de masse monétaire est une folie, mais ce n'est pas une folie nouvelle, c'est une folie qui existe depuis 30 ans ou 40 ans. L'inflation était parfaitement contrôlée par la concurrence extrême que se livrent les différents acteurs, et les banques centrales augmentent les taux d'intérêt parce que c'est le seul instrument qu'elles ont à leur disposition, mais ça n'a aucun rapport avec les causes profondes de l'inflation. Il faudrait faire exactement le contraire. Il faudrait baisser les taux d'intérêt, et comme l'a dit M. Artus tout à l'heure, pour augmenter massivement les investissements. Parce qu'on a non pas un excès de demande, de mon point de vue, on a une insuffisance de l'offre, en particulier dans les nouveaux secteurs, l'énergie nouvelle, mais aussi de la santé, de l'éducation et des grands secteurs. Jacques, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro à nouveau? Voilà.
les pays qui choisissent cette stratégie, qui, à mon avis, malgré la hausse de la Banque centrale américaine, ne vont pas être les États-Unis, qui continuent, et on l'a vu avec le plan Biden et d'autres sources, à noyer leur pays d'investissement massif. Les pays qui vont choisir une austérité des investissements d'infrastructures seront les grands perdants de ce qui vient, et la hausse d'intérêt, des taux d'intérêt est une erreur, à mon avis, considérable, mais on ne peut pas l'éviter parce que les banques centrales veulent faire croire qu'elles servent à quelque chose et elles n'ont pas d'autre moyen que de faire cela. Donc, de l'espoir sur le nucléaire en espérant que la raison prévaudra une nouvelle fois. Sur l'inflation, vous dites donc que le problème n'est pas un problème monétaire, même si les autorités monétaires vont agir pour essayer de lutter contre, mais c'est un problème d'investissement. On va peut-être creuser maintenant un petit peu cette question d'inflation, puisque c'est celle qui revient le plus souvent dans les préoccupations. Évidemment qu'on essaie de projeter dans le temps et d'investir. C'est particulièrement important de se demander quelle sera l'inflation et comment elle va se comporter. Thierry, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Pour vous, est-ce que l'inflation dans les produits alimentaires est là durablement et pour quelles raisons? Alors, durablement, si on se place dans l'hypothèse où le conflit lui-même s'inscrit dans la durée, il y aura effectivement des augmentations de prix qui vont se prolonger, avec les difficultés que je soulignais tout à l'heure sur les intrants, c'est-à-dire en particulier les engrais, et donc par voie de conséquence en amont, la disponibilité en gaz, évidemment. Parce que là, l'Europe, bon, il y a du stock, mais probablement que dans le deuxième semestre 2023, il y aura un amoindrissement de ces stocks. Et là, effectivement, le coût du gaz et le coût des engrais risquent de flamber, avec les répercussions, évidemment, sur les prix agricoles. Toutefois, il y a un certain nombre de signes qui laissent penser que, on le voit bien sur le blé depuis maintenant 2-3 mois, il y a un reflux du prix du blé qui est lié d'une part au fait que les disponibilités mondiales sont quand même meilleures que ce qui avait été annoncé du fait du climat. Et deuxièmement, il y a eu l'impact, même si c'est encore fragile, puisque la Russie le remet en cause, l'impact de cet accord du 22 juillet entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Donc le fait d'avoir un espoir de résolution, ne serait-ce que partielle, ou d'une amorce de résolution du conflit, a fait que le prix du blé est redescendu. Il était passé de 420 aujourd'hui à 330, 335 euros la tonne, ce qui est déjà encore très élevé, évidemment. Donc de ce point de vue-là, il va y avoir certainement un laps de temps suffisamment long pour que ça se répercute sur les prix. Mais pour l'instant, quand on regarde les données d'Eurostat, par exemple, sur la zone euro, à 9% d'inflation en rythme annuel, le poste énergie, évidemment, est celui qui prédomine, mais vient juste après celui de l'alimentation, et on voit que de mois en mois, il progresse. Donc il y a pour le consommateur des risques réels, à la fois de disponibilité, ça c'est sûr, puisqu'on a déjà des petites et moyennes entreprises de la transformation alimentaire qui commencent à réduire la production, et donc des prix qui risquent de rester assez durablement orientés à la hausse. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, et en particulier c'est de savoir comment se partage la valeur ajoutée dans un contexte tel que on le connaît, dans un contexte inflationniste. Pour le monde agricole, c'est tout l'enjeu de l'application de la loi Egalim, dans sa version 2 en particulier, puisque cette loi avait intégré le fait que les coûts de production doivent rentrer dans les négociations commerciales. Donc on va voir justement comment cette loi va pouvoir être appliquée rigoureusement ou pas, et si on va tenir compte des coûts de production que supportent les agriculteurs aujourd'hui, parce qu'on a un certain nombre de secteurs, de filières, en particulier la filière laitière, où certes le prix du lait augmente, mais aujourd'hui il n'est plus suffisant. Le ciseau des prix est en train de se mettre en place, avec des charges qui commencent à dépasser un peu le niveau du prix, qui est pourtant très orienté à la hausse, puisqu'on se rapproche des 500 € les 1000 litres, même si c'est inférieur à ce qui se passe dans les autres pays européens. Mais là, on a déjà des signes annonciateurs que le ciseau des prix pourrait justement poser un certain nombre de problèmes pour les agriculteurs, avec, en bout de chaîne évidemment, les répercussions sur le consommateur.
Patrick, au-delà de l'agriculture, tu as commencé à dire que tu pensais qu'on aurait des prix durablement élevés et en hausse. Et en même temps, on voit des mouvements qui sont très, très contradictoires. Thierry évoquait le blé qui a beaucoup monté, qui a baissé. On voit aussi d'autres prix qui avaient beaucoup monté, qui ont beaucoup baissé. Le fret maritime, les prix ont été divisés pratiquement par 3 en 6 mois, mais ils restent 3 fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Et on entend une petite musique aux États-Unis en particulier sur le thème. Tout ça risque de se retourner très brutalement avec un retournement de l'activité. Donc on a des messages contradictoires et je pense que c'est important que tu dégages la tendance de fond derrière ça. Oui, je crois qu'il faut vraiment regarder 2 horizons de temps. Il y a les 2 prochaines années. Dans les 2 prochaines années, l'inflation va beaucoup reculer en dehors d'Europe. Aux États-Unis, elle a commencé à reculer, et pas tellement d'ailleurs par l'action de la Réserve fédérale, plutôt par la contraction budgétaire qu'a mis en place l'administration américaine. Et les prix, comme tu le disais, les prix des semi-conducteurs, des containers, des métaux, des produits agricoles ont commencé à reculer. Et donc, je crois, mais peut-être là j'ai une différence avec Jacques Attali, je crois que la Réserve fédérale fait bien d'accélérer ce processus de désinflation, puisque finalement, ce que font les banques centrales peuvent réduire l'inflation, simplement il faut faire monter le chômage et faire baisser les salaires. Et si elles le font de façon assez déterminée et sur une période de temps courte, ça ne compromet pas les investissements de transition énergétique, par exemple. Et je crois que c'est la philosophie de la Réserve fédérale de se débarrasser rapidement de l'inflation pour pouvoir revenir à une politique monétaire plus expansionniste. Et je crois que la BCE a tort de ne pas faire la même chose. Et a tort de faire une politique extrêmement prudente qui va faire persister cette inflation et qui risque d'ailleurs de générer un effet d'entraînement par les salaires qui fabrique une inflation plus durable. Après, bon, ça c'est les 2 prochaines années. Le vrai sujet, c'est le moyen terme. Qu'est-ce que nous attendons comme inflation normale, moyenne, dans les années 2026, 2035 ? Et je crois que là, pour toutes les raisons que j'évoquais avant, le pouvoir de négociation accru des salariés, le vieillissement démographique, les coûts de la transition énergétique, je crois qu'il faut s'attendre à une inflation pas forcément très forte, mais plus forte que dans le passé. Donc peut-être 3 ou 3,5% d'inflation, qui serait le rythme normal d'inflation. Et là, je rejoins Jacques pour dire qu'il ne faut surtout pas lutter par la politique monétaire contre cette inflation-là, contre une inflation qui est une inflation d'équilibre normal dans un environnement économique où il y a des raretés sur le marché du travail, des raretés sur les marchés de matières premières, et que là, ça serait une grave erreur de ne pas ajuster les objectifs d'inflation des banques centrales à la hausse pour que les banques centrales n'aient pas à lutter contre cette forme d'inflation qui est une inflation d'équilibre, une inflation normale. Donc voilà, donc il y a vraiment une vraie différence entre aujourd'hui où je crois que la Réserve fédérale a raison de se débarrasser très rapidement de l'inflation et l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine aux États-Unis, on sera près de 2% d'inflation. Et donc, l'économie va repartir, le pouvoir d'achat des salariés s'améliorera par la désinflation. Je crois que c'est une bonne stratégie, mais c'est une autre chose de regarder le fait qu'on ne peut pas avoir un objectif d'inflation qui est valable pour tous les temps. Et si on entre dans une période qui est structurellement plus inflationniste, il faudra que les banques centrales aient l'intelligence d'ajuster leurs objectifs d'inflation pour revenir à la situation du début des objectifs d'inflation où la politique monétaire était en moyenne neutre et elle était expansionniste en début de cycle d'expansion et puis un peu restrictive à la fin et tout ceci s'équilibrait sur le cycle économique. Il ne faudrait surtout pas rentrer dans une situation où on serait durablement restrictif parce qu'on n'ajusterait pas les objectifs d'inflation à la nouvelle réalité de l'inflation. Alors après, il y a certains de mes camarades économistes qui sont plus radicaux et qui considèrent que les besoins d'investissement dans les économies contemporaines sont tellement élevés qu'il faut abandonner complètement les objectifs d'inflation et assujettir la politique monétaire à aider au financement de ces investissements. Donc c'est les thèses de monnaie hélicoptère, enfin, etc. Et c'est
pas très loin de ce que fait d'ailleurs la Banque du Japon. Moi, je crois que c'est assez dangereux. Et je crois que si on entrait là-dedans, c'est-à-dire si la Banque centrale devenait le financier et le financeur de la transition énergétique, par exemple, avec des politiques de création monétaire qui seraient utilisées pour financer ces investissements de transition, qu'on déclencherait des déséquilibres économiques, des bulles sur tous les prix des actifs, comme d'ailleurs on l'a vu dans les années 2010, où les banques centrales ont désespérément essayé de remonter l'inflation, sans y arriver, et en créant toutes sortes de déséquilibres financiers, excès d'endettement, bulles sur les prix de l'immobilier, bulles sur la valeur des entreprises. Donc je ne crois pas qu'il faille rentrer dans l'assujettissement de la politique monétaire au financement de la transition. Mais il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas un obstacle au financement de la transition en restant bêtement trop restrictive. Alors, on a bien compris la différence entre le court terme, donc ça peut retomber assez vite aux États-Unis, plus lentement en Europe, et le long terme, où il y aura quelque chose d'un peu plus soutenu pour des raisons structurelles. En même temps, je voudrais juste souligner un point. Tu dis il suffit que les banques centrales ajustent leurs objectifs. On sait bien que c'est très compliqué. Depuis 20 ans, les banques centrales se sont définies, ont estimé que leur mission d'assurer la stabilité des prix, c'était une inflation inférieure à 2%. Peut-être que dans les années 2010, il aurait fallu abaisser un peu cet objectif. Jacques de Larosière, l'ancien gouverneur de la Banque de France, l'avait dit. Maintenant, il faudrait remonter à 4. Mais alors, sur le papier et dit sur un canapé comme ça, c'est facile à dire. Dans la pratique des banquiers centraux, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui nécessite des... Mais à nouveau, c'est très difficile de faire des prévisions dans cet environnement, mais honnêtement, il me semble qu'il y a pas mal de raisons pour penser qu'on va se diriger vers des économies où il y aura une inflation non monétaire, une inflation due aux raretés du travail, des matières premières, etc., plus élevée, et que ça serait une véritable erreur de lutter contre une inflation d'équilibre, qui serait une inflation normale, qui n'aurait aucune cause monétaire. L'inflation d'aujourd'hui, elle commence à avoir une cause monétaire. Comme on a les salaires en Europe augmentent de 6% par an, aux États-Unis, ils augmentent de 5%, pardon, mais ils vont aller à 6%. Aux États-Unis, ils augmentaient de 5 à 6%. Au Royaume-Uni, ils sont à 7%. On voit que si on ne fait rien, on va laisser s'emballer cette inflation. Et je crois qu'on n'a pas à gagner à laisser s'emballer cette inflation. Mais à nouveau, ce n'est pas le même débat que le débat sur l'inflation de long terme et la réaction des banques centrales à une inflation de long terme plus élevée. Jacques, vous nous avez dit votre conviction que cette inflation était prévisible pour des raisons structurelles et donc elle risque de durer structurellement. Est-ce que vous estimez que c'est mauvais, cette inflation, ou bien qu'il faut s'y faire et comment les politiques monétaires doivent agir en fonction de ça? Vous avez dit la Fed monte ses taux aujourd'hui, c'est une erreur. Et dans cette perspective d'inflation structurellement plus élevée, quelle politique monétaire est adaptée? La politique monétaire doit être aussi neutre que possible, c'est-à-dire aussi stable que possible. Et les incertitudes qui sont là me paraissent extrêmement dangereuses. Il me semble aussi qu'on n'a pas encore évoqué un paramètre très important, c'est investir, d'accord, mais dans quoi? Aujourd'hui, il est clair qu'il y a des secteurs dans lesquels il est plus important que dans d'autres d'investir. Je plaide pour qu'on concentre les investissements dans ce que j'appelle les secteurs d'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'alimentation saine, l'agriculture durable, les énergies renouvelables, et qu'on aide les entreprises qui ne sont pas dans ces secteurs de la vie, c'est-à-dire ceux qui utilisent des sucres artificiels, ceux qui utilisent des poisons qui sont les énergies fossiles, ou les engrais à base de nitrate, d'azote, à évoluer vers d'autres activités. C'est pour ça que je crois que les raisonnements macroéconomiques, dans une période comme celle d'aujourd'hui, sont trompeurs. Ce qu'il faut, c'est une véritable précision chirurgicale dans la nature des investissements, se concentrer sur ce qui va faire l'avenir. D'ailleurs, certaines grandes puissances américaines ou chinoises ont compris et focalisent leurs investissements sur ces secteurs. Je trouve que c'est de la folie que de faire de nouveaux investissements en matière de pétrole ou de gaz ou de
des entreprises agroalimentaires qui sont entièrement fondées sur les poisons que sont les sugars artificiels. Je pense qu'il faut changer ça au plus vite. C'est donc pas des sujets macroéconomiques, c'est des sujets de priorité à donner. La patrouille de l'ESG ou de l'ESS, peu importe la façon dont on le nomme, va rattraper les investisseurs qui vont bientôt, sinon dès aujourd'hui, avoir à rendre des comptes sur la façon dont ils utilisent leur argent, dont leur argent est utilisé. Il y aura dans 2-3 ans des normes comptables nouvelles qui vont intégrer ces critères. Et c'est bien, et c'est tant mieux, ils viendront soit de l'IFRS, soit d'autres structures européennes, soit de structures privées. Mais il est très important, je crois, de commencer à se poser des questions sur la nature des investissements. Et de ce point de vue, malheureusement, les banques centrales n'ont pas un rôle naturel, même si les banques centrales prétendent agir n'acheter que des produits verts. C'est un peu contraire à leur mission initiale. Mais je crois qu'il faut, vu l'urgence climatique, vu l'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure des secteurs éducatifs, des secteurs de santé digitale et tout ce qui va nous aider à régler au fond structurellement le problème de la pression par la productivité, il est urgent de se poser la question de savoir quels sont les investissements qui augmentent la productivité. À court terme, c'est le digital. À moyen terme, c'est évidemment l'éducation et la santé. Et c'est là-dessus qu'il faut focaliser les investissements, pas simplement se poser la question de pouvoir d'achat. Donc un choix, en fait, qui est un choix pas tant économique que politique, hein, qui est choisir les investissements pour les secteurs de la vie, et avec un système de normes comptables ou paracomptables, ou d'une nouvelle comptabilité qui aidera aussi à orienter ces investissements dans la bonne direction. Donc une vraie rupture, hein, vous l'avez tous décrit à votre manière. Ça veut dire donc un paysage nouveau pour des investisseurs, pour des gens qui cherchent à se placer dans une perspective un peu longue. À quoi il faut faire attention dans les prochaines années? Quels sont les points de repère? Qu'est-ce qu'il faut suivre au-delà de ce dont on a déjà parlé sur les questions d'inflation? Je vais commencer par Patrick. Bien, bon, je crois que la chose absolument essentielle, c'est le fait que l'Europe a décidé de faire la transition énergétique plus vite que le reste du monde. Et le reste du monde suivra. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'à terme, les États-Unis, l'Inde, la Chine feront leur transition énergétique. Mais l'Europe a décidé d'aller plus vite. Et ceci va créer, alors évidemment, à terme, on en parlait juste avant, à terme, ceci fera de l'Europe une région extrêmement prospère. Nous aurons un capital neuf, décarboné, une énergie qui sera générée sans utiliser du tout de matières premières fossiles, en utilisant très peu de main-d'œuvre. Donc dans 20 ans, 30 ans, on aura une économie qui sera en avance sur les autres et on sera plus compétitif que les autres. Mais en attendant, il faut faire attention à toutes sortes d'effets qui peuvent être désagréables, d'être plus rapide que les autres dans la décarbonation de l'économie. Et l'Europe va être plus rapide, hein, parce que nous serons, nous, à zéro net émission en 2050, et les Chinois en 2060, les Américains on ne sait pas quand, et les Indiens encore plus tard. Il n'y a pas de méthode disponible très, très pertinente et très efficace pour empêcher que ceci ne dégrade la compétitivité de l'Europe. Nous allons passer une énergie plus chère, hein, l'énergie décarbonée à cause de l'intermittence de la production des énergies renouvelables est plus chère que les énergies fossiles, alors sauf en ce moment, mais dans le moyen terme. Et nous allons passer plus vite à cette énergie décarbonée que les autres, donc il y a un risque de compétitivité. Et je crois que c'est ça qu'il va falloir surveiller. Il ne faut pas que l'Europe, en étant plus vertueuse du point de vue de sa transition, soit pénalisée par la disparition d'une partie de son industrie qui irait dans des pays qui conserveraient une production d'énergie fossile importante. Et pour l'instant, il n'y a pas de remède. Le remède qu'on avance d'habitude à cette perte de compétitivité de l'Europe, c'est la taxe CO2 aux frontières. Simplement, je vais démontrer en 20 secondes que ce que propose la Commission européenne est pire que le mal.
puisque la Commission européenne propose de taxer à partir de 2027 un petit nombre de biens intermédiaires qui sont essentiellement l'acier, l'aluminium et le ciment. Si vous faites ça, vous allez créer une incitation énorme à délocaliser les industries, les autres industries. Si je suis producteur de voitures en Europe ou d'électroménagers, je vais m'installer en Turquie, je vais produire en Turquie avec une énergie fossile qui ne sera pas taxée et je vais réimporter en Europe net de taxes. Et donc, il va falloir trouver quelque chose de plus intelligent que le plan de la Commission pour empêcher une hémorragie de notre industrie à cause de ses coûts supérieurs à ceux du reste du monde. Et ceci commence d'ailleurs tout de suite avec le coût de l'énergie lié à la guerre en Ukraine, puisque vous savez qu'aujourd'hui en Europe, et l'année prochaine, même avec les aides des gouvernements et de la Commission, le prix de l'électricité pour l'industrie sera 5 à 6 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Et donc cette question se pose déjà aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais elle va se poser structurellement avec bien sûr cette volonté vertueuse de l'Europe de se décarboner vite, mais avec du coup structurellement une énergie qui sera plus chère en Europe que dans le reste du monde pendant quelques dizaines d'années, avant que l'Europe bénéficie d'avoir décarboné et bien sûr d'être dans une économie des 30 glorieuses du futur, qui seront l'économie que nous aurons quand nous aurons réussi à décarboner notre économie. Mais je crois que c'est ça qu'il faut surveiller. Il faut surveiller la compétitivité de l'Europe et ne pas se réveiller décarboné, mais sans industrie. Sachant que si la Commission européenne songe à une taxe carbone juste sur quelques produits comme le ciment, l'acier ou l'aluminium, c'est parce qu'il est beaucoup plus facile techniquement de savoir le contenu en carbone d'une tonne d'acier ou d'une tonne de ciment que d'une tonne de voiture ou d'une tonne de jouets. Il y a deux arguments. C'est beaucoup plus facile de mesurer le carbone dans une voiture, sachant qu'une voiture est fabriquée dans 30 pays. C'est monstrueux, Je veux dire, qui taxe-t-on ? Et puis, il y a aussi les règles de l'OMC qui rendent compliqué de faire quelque chose. Mais du coup, on a une taxe CO2 aux frontières complètement à trous. Et c'est grave, je trouve. Et personne ne discute vraiment ça. Donc, ton point à surveiller, c'est la compétitivité de l'Europe et faire attention à ce qu'on n'ait pas une désindustrialisation qui soit encore accrue par cette avance dans la décarbonation de l'économie. Thierry, sur le versant agricole, à quoi il faut faire attention ? Quels sont vos points de vigilance ? Si je rebondis sur la problématique de la taxe carbone à la frontière, je crois que les engrais figurent dans la liste. 10% d'engrais en moins, c'est 10% de production à peu près agricole en moins. Donc le point d'attention, probablement à court terme d'une certaine façon, c'est l'insécurité alimentaire. En 2020, les chiffres de la FAO montraient que, et on attend avec impatience les chiffres 2021 avec la pandémie évidemment, en 2020, 30% de la population mondiale était en état d'insécurité alimentaire grave ou modéré. Donc ça, c'est un point de vigilance parce que ne pas pouvoir approvisionner des pays qui sont importateurs nets, qui sont dans un état de sismicité alimentaire élevé, c'est s'exposer évidemment à des questions de migration. Il y a des migrations climatiques qui ont déjà commencé. Il peut y avoir des migrations alimentaires. C'est s'exposer à l'intérieur des frontières de ces pays à des soulèvements populaires dont on peut difficilement maîtriser l'évolution et l'issue. Donc de ce point de vue-là, avant que ces pays-là, même s'ils ont pris conscience aujourd'hui de l'urgence de déployer des moyens pour essayer de se projeter sur l'autonomie et l'autosuffisance, ça va prendre quand même, on va être sur une temporalité quand même assez longue. Donc dans l'immédiat, il faut que la poignée de pays qui produisent et qui exportent des biens agricoles et alimentaires puissent continuer à produire de façon à garantir ces équilibres vitaux de la planète, parce que là, on peut rentrer dans des tensions géoéconomiques, dans des tensions commerciales, dans des processus de convoitise de surface cultivable, par exemple. On avait vu ça au moment de la crise économique et financière avec ce qu'on avait appelé peut-être un peu abusivement ou malproprement l'accaparement des terres. Donc là, on est sur des points de vigilance à avoir à l'esprit. La question alimentaire, comme je le disais au début, est redevenue une question d'actualité, alors qu'on pensait que c'était quelque chose du passé. Il y aurait de grands bassins de production, comme le Brésil, par exemple, qui pourraient alimenter la planète. Eh bien, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là.
De surcroît, avec les questions climatiques qui se posent, parce que lorsqu'il y a une multiplication d'aléas climatiques, que ce soit inondations, sécheresses, qui peuvent endommager les cultures, les rendements, on s'expose évidemment encore plus à des questions de rationnement, de raréfaction des disponibilités, avec toutes les inquiétudes qu'on peut avoir derrière. Bien, donc question de l'insécurité alimentaire, les catastrophes climatiques que vous évoquiez, elles ont toutes marqué la France de 1787 à début 1789. Hein. On a eu de la sécheresse, des inondations, du gel, de l'humidité, et ça a eu des effets assez explosifs. Jacques, vos points de vigilance à vous? D'abord, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je voudrais dire qu'après avoir beaucoup réfléchi au sujet, je considère que les engrais azotés sont un poison aussi dangereux que les sucres artificiels et qu'on peut maintenant s'en passer. Donc, il ne faudrait pas que, pour sauver l'urgence, on abîme le futur. Mes points de vigilance seraient un point inquiétant. Si, évidemment, tout ce qui concerne la géopolitique, on ne peut plus faire de prévision macroéconomique sans faire de la géopolitique. Et Dieu sait qu'il y a des enjeux géopolitiques qui viennent devant nous, qu'il s'agisse de ce qui va se passer en Ukraine, bien sûr, mais ce qui va se passer en Arménie, ce qui va se passer à Taïwan, ce qui va se passer entre l'Éthiopie et ses voisins, ce qui se passe entre l'Iran, qui maintenant a clairement décidé d'aller vers l'arme nucléaire, les conséquences que ça peut avoir. Donc je pense que les points de vigilance négatifs, disons pessimistes, c'est tout ce qui se joue sur la géopolitique et c'est très complexe. Deuxièmement, point de vigilance positif, je suis très frappé, jour après jour, semaine après semaine, des extraordinaires progrès techniques qui arrivent dans tous les domaines, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'économie d'énergie, en matière de recyclage des déchets, de réutilisation des eaux usées. Dans tous les problèmes qu'on a évoqués, ici, il y a une multiplication liée au fait qu'il y a une explosion du nombre de chercheurs, c'est pas mystérieux, le nombre de gens qui cherchent à travers le monde, c'est multiplié par 100 en 20 ans, et donc c'est normal qu'on trouve. Donc il y a aujourd'hui même peut-être des innovations extraordinaires, pas assez exploitées, mais je pense que c'est une fois de plus, par la sagesse géopolitique et par l'audace géotechnologique qu'on va résoudre nos problèmes. Donc, inquiétude sur la géopolitique. Hein. Vous avez évoqué l'Arménie. Ce qui se passe en Arménie aujourd'hui est terrible et passe un peu sous les radars à cause de ce qui se passe en Ukraine et évidemment ce qui pourrait se passer sur Taïwan. Et point positif, donc les progrès technologiques dans tous azimuts et qui sont effectivement assez impressionnant, avec souvent une question de passage à l'échelle. Hein. C'est-à-dire que c'est un nombre de spécialistes qui expliquent qu'on a 80% de technologies pour faire la transition énergétique, mais on ne sait pas comment passer ces 80% à l'échelle de la planète, au-delà du laboratoire ou de la petite échelle, et là on a une question majeure. Donc un monde qui change beaucoup, des points de vigilance très forts. Je voudrais maintenant, et je sais que vous m'en voudriez si je ne le fais pas, faire un petit point sur les conséquences de ces changements sur les marchés financiers, plus particulièrement avec Patrick Artus. Patrick, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les marchés et pour les stratégies d'investissement qui se jouent sur les marchés? Oui, alors, résumé des épisodes précédents, nous avons en perspective des économies plus inflationnistes, avec plus de chocs, plus d'incertitudes. Et ceci veut dire un changement tout à fait important des stratégies d'investissement. Depuis la crise des subprimes en 2008, la stratégie d'investissement était essentiellement de chercher du rendement là où il y en avait encore, sachant qu'il n'y en avait plus dans les actifs où il y avait d'habitude du rendement. Donc on a développé les dettes privées, des financements structurés, le private equity, enfin tout ce qui donnait toujours des rendements positifs, alors que les actifs traditionnels qui donnaient des rendements positifs n'en donnaient plus. Je crois qu'on va revenir au monde d'avant, c'est-à-dire même si les banques centrales sont prudentes, même si les banques centrales changent leurs objectifs d'inflation, ce qui n'est pas gagné d'ailleurs, hein, comme on l'a dit avec Jacques Attali, on va avoir des marchés financiers qui seront caractérisés par un énorme besoin d'épargne. Il va falloir énormément collecter d'épargne pour financer tous ces investissements dans la santé, l'éducation, la transition énergétique, les relocalisations. Et donc, on va passer dans de la finance
de rareté de l'épargne, d'insuffisance de l'épargne, alors qu'on avait de la finance d'excès d'épargne. Et dans une finance d'insuffisance de l'épargne, on a des taux d'intérêt réels qui vont revenir dans des zones habituelles, c'est-à-dire positifs, plus élevés que la croissance des pays. Et donc les actifs financiers qui étaient totalement délaissés par les investisseurs surtout depuis 2010, mais même avant, vont redevenir attrayants. Regardez ce qui se passe en Italie. Aujourd'hui, la dette de l'État italien est rémunérée presque à 5%. Les assureurs italiens achètent énormément de dettes de l'État et arrêtent complètement d'acheter des actifs beaucoup plus spécialisés, compliqués et risqués. Donc on va avoir un retour vers la finance d'avant, où bien sûr ces actifs spécialisés continueront à exister, mais où on pourra à nouveau investir dans des actifs de bonnes entreprises investment grade, même de dettes publiques, de dettes des collectivités locales, parce que ces actifs auront des rémunérations supérieures au taux de croissance de l'économie, donc attrayantes pour les épargnants. Donc je crois que c'est un retour aux années 95, 2000, 2005, où on était dans ce monde-là, et on est sorti de ce monde-là avec évidemment la disparition de l'inflation à partir de 2012 qui a poussé les banques centrales à conserver des taux d'intérêt extrêmement bas, à injecter beaucoup de liquidités, et on va revenir dans ce monde-là, donc avec un monde de finances plus normal et plus balancé entre les actifs traditionnels peu risqués et les actifs plus risqués. Voilà, donc il va falloir se réhabituer à acheter des dettes des États, quoi. C'est un truc qu'aucun investisseur ne faisait plus à part les banques centrales. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y aura plus de risques et plus d'incertitudes. Et plus de risques et plus d'incertitudes, ça veut dire des primes de risque plus élevées. Et donc on va avoir plus de volatilité sur les marchés. Donc on va avoir des marchés financiers avec plus de volatilité. Et comme il y aura plus de risques et plus d'incertitudes, on aura des primes de risque plus élevées. Par exemple, on aura des taux d'intérêt à long terme qui seront nettement plus élevés que les taux d'intérêt à court terme, puisqu'il faudra valoriser le risque de volatilité des taux. Donc voilà, mais c'est aussi quelque chose dont on avait l'habitude il y a 10 ans, 15 ans, et qui avait disparu. Donc c'est le retour à la finance d'il y a 15 ans, quoi. Ce qui d'ailleurs n'est pas désagréable, hein. C'est quand même pas normalement le boulot des banques centrales de financer les États, quoi. Juste un petit souci, je voudrais une réponse brève là-dessus. Il y a beaucoup des investissements qui vont être nécessaires, qui, quand on les évalue avec les critères habituels d'évaluation des investissements, ne sont pas rentables, ou une faible rentabilité. Quand on regarde à 20 ans, ils ne sont pas rentables. À 50 ans, on n'a pas l'habitude, on ne regarde pas à 50 ans. Comment se règle cette contradiction ? Je crois que dans les évaluations qui circulent, une grosse moitié des investissements de transition énergétique sont financés par les États. Regardez des exemples, regardez ce qui se fait déjà aujourd'hui, regardez la filière hydrogène, la filière batterie électrique, la transformation de l'industrie de la sidérurgie, hein, pour passer à l'hydrogène. Il y a des contributions des États tout à fait considérables. Et ça revient à la difficulté qu'on évoquait avant, c'est les États, le quantitative easing, il est fini pour de bon. Je pense qu'il ne reviendra pas. Et donc les États vont devoir se financer normalement sur les marchés et pas simplement en utilisant la création monétaire des banques centrales. Et donc on reste, même si à nouveau on a des banques centrales plus prudentes, des banques centrales qui sortent des objectifs stricts d'inflation, on va avoir quand même une grosse difficulté qui est le financement de la partie de ces investissements de transition qui n'est pas spontanément rentable aux critères de rentabilité des marchés financiers habituels. Et ça, c'est essentiellement toute la décarbonation de l'industrie et la rénovation thermique des bâtiments et des logements qui génèrent des rentabilités plus faibles. Et là, ça pose le problème qu'on a tous évoqué du choix de la dépense publique. C'est-à-dire il va falloir que les États contribuent à faire ces investissements et du coup, il va falloir que les États aient beaucoup de ressources, ce qui peut se faire soit en triant dans les utilisations de l'argent public pour se concentrer sur ce qui est le plus utile, soit par une hausse de la pression fiscale qui serait le moyen de faire épargner davantage les ménages pour financer tous ces investissements peu rentables de transition.
Et honnêtement, l'idée qu'on va pouvoir financer la transition énergétique sans augmenter la pression fiscale dans les pays de l'OCDE est assez bizarre. Je pense qu'une partie forcément de ces investissements de transition se financeront par une pression fiscale plus élevée qui va empêcher les ménages de consommer et les forcer finalement à financer une partie de ces investissements de transition. Donc des choix qui seront des choix très politiques et en même temps une recomposition peut-être des circuits financiers avec la partie publique et la partie privée. On va sans doute voir des choses intéressantes. Tous les pays fabriquent de la finance mixte maintenant. Oui, je veux dire, en gros, en France, c'est PPI plus la finance normale, quoi. Je veux dire, et on n'échappera pas à cette finance mixte parce qu'à nouveau, une partie de ces investissements ne passe pas les critères de rentabilité du secteur privé habituel. Bon, nos trois intervenants nous ont décrit un paysage tout de même assez mouvementé, assez chahuté, secoué, avec beaucoup d'incertitudes, de volatilité, et un peu l'impression d'être sur un chemin de crête. Il ne faut pas tomber ni d'un côté ni de l'autre. Je voudrais même que vous terminiez sur des notes d'espoir. Jacques et Patrick, vous avez commencé à en donner. Tirez-vous après ces ruptures, qu'est-ce qui vous permet d'être optimiste, d'avoir une raison d'espérer? La prise de conscience de l'importance de l'agriculture et de l'alimentation, qui va peut-être enclencher une dynamique multilatérale, on peut l'espérer, pour essayer de surmonter les difficultés des institutions actuelles, et en particulier de l'OMC, et tendre peut-être dans les années à venir vers la formation, dans un cadre général évidemment nouveau, d'une institution internationale qui serait spécifiquement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Essayer de montrer que finalement l'agriculture est certainement un bien marchand, il fait l'objet de transactions, de transformations, mais c'est un bien quand même assez particulier, puisqu'il est destiné à nourrir, d'une part, mais on sent bien quand même qu'il y a toute l'amorce d'une réflexion et même de concrétisation d'une fonction de l'agriculture qui pourrait être aussi à l'origine de production non alimentaire, énergétique notamment, ou de composants industriels qui pourraient ouvrir des perspectives tout à fait favorables au monde agricole. Une exploitation beaucoup plus intensive de tout ce qui est biomasse. Patrick, rapidement. Je crois que nos enfants ou nos petits-enfants seront très bien dans 30 ans. Parce que nous allons faire l'effort d'investissement nécessaire qui est considérable, on l'a tous évoqué, pour décarboner nos économies, et eux auront une économie décarbonée. Donc le parallèle, c'est celui de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Le capital était détruit en Europe. À la fin des années 40 et dans les années 50, on a eu un effort considérable de rénovation, de reconstruction du capital, avec un effort de sobriété, de faible consommation, pour privilégier les investissements. Et dans les années 60-70, on a profité de ce capital neuf pour avoir les 30 glorieuses, enfin, qui en fait étaient plutôt 20 que 30. Et donc on va avoir cette même dynamique, c'est-à-dire qu'on va avoir 30 années d'efforts d'investissement, de réduction de la consommation pour pouvoir épargner davantage. Et puis à la fin, on aura ce capital neuf qui permettra à nos enfants et nos petits-enfants d'avoir une vie très agréable, basée sur ce capital vert que nous accumulons maintenant. Bon, donc rassurez-vous, en 2052, ça ira mieux, nous dit Patrick. Jacques? D'abord, je reviens sur ma marotte du jour, qui est de dire que si on ne fait rien pour améliorer l'éducation, qui est dans un état désastreux et qui va aller de plus en plus mal, nos petits-enfants seront analphabètes et dépassés par une partie du reste du monde où d'ailleurs l'éducation ne va pas mieux. Donc il y a un vrai problème de barbarie qui est en train de s'installer. Oui, ce n'est pas le lieu d'en parler. Le seul long terme véritablement sérieux, c'est l'éducation. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Patrick sur le fait qu'on va aller mieux, nous, sur ces sujets. Je rêve d'un moment où il y aurait une conditionnalité pour l'OMS à accepter les échanges libres, à la mise en œuvre des conditions posées par l'OIT,
qui pose des conditions sur les conditions de travail. On ne devrait pas pouvoir importer en Europe, et le Parlement européen vient d'aller dans cette direction, des produits fabriqués avec le travail des enfants et avec beaucoup de choses qui sont faites de façon épouvantable. Donc le lien OIT-OMC, et je suis sûr que c'est un oubli de ne pas avoir mentionné l'existence d'une organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture qui existe, qui s'appelle la FAO. Et je pense que la même condition pourrait être posée entre l'OMC et la FAO pour que les conditions pour une agriculture saine soient les conditions aussi des exportations et des importations. L'Europe, qui est la première puissance commerciale du monde, même si les chiffres se discutent, a les moyens non seulement de l'imposer pour elle-même, mais de tenter de l'imposer aux autres, parce que si elle n'impose que pour elle-même, elle sera dépassée par ceux qui font pire, pour le malheur de tous. Bien. Je suis un petit peu déçu parce que l'ensemble de nos panélistes n'ont pas réglé tous les problèmes du monde. J'espère qu'ils vous ont au moins donné quelques éclairages qui vous seront utiles. Il est temps maintenant de terminer cette session et de vous souhaiter une excellente convention patrimoniale. J'ai demandé, j'ai fait